Alors, nous avons vu cette Gemara, on a vu cette Gemara dans Maseret Sota, que les couples s'unissaient ben amishpataim, c'est-à-dire entre les limites des champs. Voilà. Et alors, on va reprendre, il rapporte la Gemara de Nedarim Gafka Faboulbet. Bonjour monsieur, mes hommages. Ça va, on vient juste de commencer. Voilà. Alors, donc dans la colonne Kouf Samerbet, la colonne de gauche, il rapporte la Gemara de Nedarim que nous avons vue. Et il dit, bio d'avance, explication. Donc ça, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est une grande thématique, je dirais transversale, dans le Maharal, il le rapporte très très souvent, dans des termes différents. C'est une thématique centrale. Bio d'avance, Kacher Aisha Tova Toto, lorsque la femme sollicite, mais pas sollicite qu'on a vu dans la Gemara d'Endarim, pas sollicite grossièrement, mais sollicite de manière allusive. Donc tout est dans cette finesse. Tout est dans cette finesse. Parce qu'en vérité, lorsque elle sollicite de manière explicite, c'est pas une sollicitation. C'est pas un échange. Si vous voulez, par exemple, parce que nous qui sommes tous lacaniens, évidemment, n'est-ce pas, Gaël? Ouais. Ah, voilà. Ah, je t'ai collé. Oui. Je t'ai collé, toi qui as une très bonne culture générale, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est très intéressant, tu vois. Édith Piaf, tu connais. Mais pas Jacques Lacan. Mais pas Jacques Lacan, tu vois. Vous connaissez Jacques Lacan? Moi, de nom, mais je ne sais pas. Bon, tout va bien. C'est un courant d'air. Alors. Comment? Quoi? C'est un rite de la psychanalyse moderne. Ce fut. Alors, voilà. Non, il y a, disons, 50 ans, un psychiatre français qui a eu beaucoup d'aura, beaucoup d'influence. Et c'était un chacham dans son genre. Si tu veux voir un peu, une fois, j'avais emprunté à la bibliothèque municipale un DVD de séances de Lacan. J'ai montré à mes enfants. Je ne parle pas mes enfants qui ont 5 ans, hein, mes enfants. Hein. Mais je vois qui ont votre âge, quoi. Hein. Alors, ça vaut le coup d'œil. Ah oui. Là, c'est Jacques Lacan, au début des années 60. C'était une époque, pour une raison que j'ignore, qui avait une soif de connaissance. Grande soif de connaissance. Les années 60, il y avait dans la jeunesse estudiantine, il faut savoir aussi que les étudiants, c'était une élite. Aujourd'hui, les étudiants, c'est plutôt qu'avoir le RSA, ils ont la bourse du Crous, tu vois. Ouais, c'est ça un étudiant. C'est quoi un étudiant? Un étudiant, c'est quelqu'un qui veut la bourse du Crous, il se fait étudiant, c'est ça un étudiant. Mais quand... Ah oui, non, ça s'est massifié. Ça s'est massifié. C'est-à-dire, au niveau... non, je dis ça un peu pour... ouais,
Avant qu'avoir le bac, c'était quelque chose. Voilà, le bac, c'était quelque chose. Là, c'est rien. Quoi. Voilà. Donc, pour des raisons que j'ignore, ils ont dit qu'il faut 85% de la tranche d'âge qui a le bac. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Donc, c'était une élite. Il y avait, au niveau historique, au niveau sociologique, en France, il y avait des ouvriers. C'est quand aujourd'hui ils parlent, ouais, les ouvriers, etc. En France, c'est surtout du tertiaire, des sociétés de services, des choses comme ça. Les ouvriers, il y avait des ouvriers, il y avait des mineurs, il y avait des gens qui étaient dans les usines de voitures. Ça n'existe plus, tout ça, ça a changé la population. Donc, les gens, excusez-moi d'expression, du peuple, ils allaient à l'usine où ils travaillaient, il y avait aussi des... Voilà. Et c'était une minorité, était étudiant. Bon, en tout cas, dans le milieu estudiantin, il y avait une soif de connaissances. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, peu importe l'analyse, mais c'était comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on va te dire, il y a Antoine Griezmann, il va venir ici, 11 rue Henri Burger. Il y aura beaucoup de monde. Hein, il y aura, on va te dire, il y a Kylian Mbappé va venir. Ouais. Encore plus. Moi, je trouve. Encore plus. Eh bien, à l'époque, on te disait Jacques Lacan va venir pour craquer. Pourquoi? Pour un truc qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais c'était dingue. C'était dingue. Il était là, le mec, tu vas voir, si tu regardes un DVD, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve. Comment? Ah oui, les livres surtout. Mais bon, je t'épargne les livres. D'ailleurs, ils viennent d'en ressortir un inédit là maintenant. Non, laisse les livres. Laisse les livres. Mais tu vois, peut-être sur Internet, on peut trouver sur YouTube, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Mais j'ai vu sur un DVD. Il est là. Bon, si ça prend 3 heures. Moi, je rigole, mais bon. Enlève le rigole. Oui. La mort. La mort, c'est notre seul problème. Vous. Votre seul problème, c'est ça. Je remercie. Mais, 600 personnes. Ah, c'était incroyable. T'as compris ce qu'il a voulu dire, non? Et les mecs, ils tartinaient là-dessus. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais pourquoi il a parlé de mon problème? Mais non, il a parlé du mien. Là, les mecs, ils étaient shootés. Bon. Il était beaucoup moins régulier. C'est vrai. Non, mais ça veut dire, sa vie était très, très pourrie. D'ailleurs, il a une fille, Sibylle Lacan, qui a écrit des livres incendiaires sur son père. Tu as lu ça? Il y a une certaine histoire familiale et épouvantable. Voilà. Moi, j'ai lu un livre de sa fille Sibylle. Bon, c'est pas un sadique. Hein. C'était, mais, c'était un grand chacham. Grand chacham. Et il a dit des choses très, très profondes. Alors, moi, j'ai connu un de ses disciples, si on peut s'exprimer comme ça. Il y avait à Strasbourg, très, très grand psychanalyste qui est décédé maintenant, qui s'appelait Lucien Israël. Et qui allait... Non, oui. Mais bon, les psychanalystes, comme a dit Zoja, ouais, il n'y a que des juifs autour. Bien, ce qui est vrai. Et il y avait des plus proches de lui, c'est Lucien Israël, qui était à Strasbourg un très grand psychanalyste et qui suivait un certain temps, vers la fin de sa vie, régulièrement des cours avec mon maître Abeliaou Abitbol à Strasbourg. Donc moi, j'étais à l'époque à Strasbourg
Et j'ai pas mal discuté avec ce monsieur Lucien Israël. Et il écrit des livres, Lucien Israël, qui, quelque part, traduisent. C'est Lucien Israël. Il a étudié l'Agma, enfin, il a étudié régulièrement avec Rav Abitbol. Donc, il a été habitué à traduire les notions subtiles dans la vie de tous les jours, tu vois. Il a écrit un livre qui, quelque part, donne accès à la pensée de Jacques Lacan qui s'appelle « Boiter n'est pas péché ». À ce livre, il m'a vraiment ouvert l'esprit, vraiment. Boiter n'est pas péché, il dit des choses, mais là, c'était à la fin des années 80, quoi. Hein. Alors, il y a une des idées une idée de Lacan très profonde et très simple. Il dit le sexe n'existe pas. Le sexe n'existe pas. Genre ou sexe? Le sexe, non, pas le genre. Non, pas le genre. Le sexe, ça veut dire la sexualité. La sexualité n'existe pas. Voilà. C'est très profond. Ça veut dire, et c'est le sujet en vérité, excusez-moi l'expression, du traité des Darchim. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Et paf, paf dans les dents. Une lecture lacanienne des têtes. Non, parce que regarde, c'est profond. L'Agma, elle dit qu'il n'y a rien de plus bas qu'une femme qui sollicite son mari. Et l'Agma dit, il n'y a rien de plus haut qu'une femme qui sollicite son mari. Alors, mets-toi d'accord. C'est bas, c'est haut, c'est extraordinaire ou c'est la déchéance? Alors l'Agma répond, si elle le sollicite de manière allusive, pas franche, ça, c'est la dimension supérieure, comme le Maharal le développe. Voilà, on a vu la semaine. Si c'est explicite, c'est la vulgarité, il n'y a pas plus grande, plus basse vulgarité. Alors quelle est la différence? Alors, me semble-t-il, hein, je suggère, c'est que, je vais vous dire, bon, si vous venez, vous me connaissez un peu. Hein, vous me connaissez un peu, ça veut dire un petit peu, ça veut dire, je me permets, hein, ce matin, j'ai pris le métro. Intéressant. Deuxième étape, il y a le journal 20 minutes. Deuxième étape, j'ai pris le journal 20 minutes. Et un article qui m'a écœuré. C'est un article, excusez-moi l'expression, sur les sex toys. Je me dis, voilà, c'est à la mode, machin, une page là-dessus. Comme quoi, c'est formidable, extraordinaire. Alors, parce qu'en vérité, il y a un truc qui est très, très bizarre. C'est que, je vous parle de ça même si vous n'êtes pas marié, mais pour que plus tard, vous aurez un peu des idées, un peu. Parce qu'en vérité, la relation entre un homme et une femme, c'est une relation. Si c'est axé, c'est sûr que c'est médié par un plaisir. C'est médié par un plaisir. Mais c'est un mode de langage, le plaisir, c'est un langage. C'est pas le but.
Si c'est le but, une auto plaisant, je ne sais pas quoi, eh ben, c'est le contraire de la relation. C'est que chacun chacun recherche son plaisir. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, en vérité, moi, comme ça, je comprends la Gemara. Quand la Gemara, elle dit que la femme, elle dit explicitement, ça veut dire, c'est sûr que et l'homme et la femme, ils ont un besoin. Mais le dire explicitement, en tout cas pour la femme, c'est quelque part elle est en elle. Elle a son besoin, mais elle n'est pas dans un partage. Par contre, si c'est allusif, elle exprime une attente de quelqu'un. Pas. Donc, ça se transforme. C'est pour ça que je dis, excusez-moi l'expression, que c'est lacanien. Parce qu'en vérité, il y a un comment dire, je cherche le mot, un quiproquo. Il y a un quiproquo, on se trompe sur ce qu'on est en train de faire. Voilà. C'est ça un peu ce que j'entends dans cette Gemara. Alors, justement, quand c'est allusif, elle exprime une attente, elle n'exprime pas forcément. C'est sûr qu'il y a des besoins, mais elle exprime une attente. Pas que un besoin. Il y a un besoin, mais elle exprime une attente. Et ça, cette attente, c'était l'attente d'une relation. Cette attente, alors ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est le niveau supérieur, où la matérialité, quelque part, a besoin de partager une dimension qui n'est pas que la matérialité qui est représentée par l'homme. Voilà, c'est ça, c'est ce que disons, c'est très, très, très profond. Et voilà, c'est tout. En fait, le but du couple, c'est d'avoir une relation, de tisser une relation. Et en fait, si on utilise un des moyens pour tisser la relation comme un but en soi, alors ça devient un problème. C'est pas seulement c'est un problème, mais c'est le contraire de la relation. Ça détruit la relation. Voilà, quand le plaisir est là, comme oui, c'est comme un partage. Autant je suis totalement d'accord avec ça, autant dans ce passage-là, la distinction entre la forme que ça prend, j'ai du mal à voir avec ça. C'est juste une question de forme, mais le fond est le même. Non, la forme et le fond. Voilà. La forme, c'est le fond. Non, si tu veux, le monsieur peut jouer avec nous. Hein, c'est... Elle exprime le même désir, elle exprime le même besoin, elle exprime la même attente. Juste, elle exprime différemment. Ah oui, ça change tout. En fait, c'est un animal. En fait, c'est un animal, c'est un besoin primaire. Mais si tu veux, c'est... Ouais. Oui, vas-y. C'est pas confirmé, mais l'homme ou l'animal, il n'y a pas de relation. Ouais. Non, si, c'est important. Il y a des espèces qui ont une forme de mais bon, c'est pas pour moi, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est une forme où elle exprime la même chose, ça veut dire un timide qui aurait la même chose. C'est pas une question nouvelle, c'est une culture, mais qui ne sait pas l'exprimer. Ah, ça va, parce que la forme, c'est ça le fond. Non, tu as raison, c'est pas, voilà, on va donner un bon point, voilà, tu as dit la phrase qu'il faut, tu as un bon point, et là, tu as un mauvais point. C'est une manière de dire. C'est une manière de dire. D'ailleurs, parfois, on peut voir le contraire. On voit Tamar qui a sollicité Yehuda. Je ne sais pas, tu connais le passage. Bon.
et Ruth, comment ah oui, oui, c'est un passage. Voilà, oui, oui, c'est bien pire. Alors, donc, il n'y a pas d'absolu. Tu as raison, que ça dépend. C'est pas parce qu'elle dit comme ci ou qu'elle dit comme ça. Mais ce que j'entends, c'est une manière de dire, c'est une parabole. C'est-à-dire que c'est une parabole que lorsque c'est exprimé, si tu veux, il y a quelque chose de. Moi, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai rapporté cette histoire, si tu veux, des sextoys. Bien. Non, si tu veux, que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a fait que la vie, elle vient par un plaisir qui peut te partager. C'est très spécial. C'est très spécial. De la même manière, dans un autre contexte, la vie, elle vient en mangeant aussi. Oui, quand tu manges. Si tu ne manges pas, tu meurs. Oui. Ouais. C'est pas d'être en non, tu ne crées pas la vie, mais tu vis en mangeant. C'est pour ça aussi, si tu veux, par exemple, tu ne peux pas manger toujours la même chose. Oui. Tu ne peux pas manger toujours la même chose. Moi, je te dis, voilà, c'est quoi ton plat préféré? Ouais. Alors, on va te le faire tous les jours de la semaine. Ouais. Au bout de 3 jours, tu ne pourras plus. C'est bizarre. C'est un truc bizarre, d'ailleurs. Tu as besoin de quelque chose qui te donne envie. Et le manger, c'est la vie. Si tu ne manges pas, Dieu fait que si tu ne manges pas, l'âme, elle part du corps. Donc manger. Mais d'un autre côté, se focaliser aussi trop sur le plaisir du manger, comme aujourd'hui, par exemple. Tu fais, il y a des gens, ils vont te faire la Big Chief de machin, de réciproquement, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Là, bon, j'ai parlé avec des gens. Moi, j'ai jamais été, j'ai bien compris ça. Vous avez compris que moi, je suis un pecno de première classe. Mais disons, j'ai discuté avec des gens qui me disent oui, un grand cuisinier, c'est un artiste, etc. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas bien rencontré ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît. C'est dur de définir un artiste. Il paraît. Mais bon, c'est possible. C'est possible. Comme un grand vin, c'est aussi un grand vin, c'est aussi de l'art, paraît-il. Ok, comme ça, j'ai entendu. Plusieurs personnes m'ont dit. J'en ai pas l'expérience. Mais comment dire, mais focaliser trop aussi sur le fait du goût et des trucs et des machins, quelque part, tu perds que la vie, elle vient du manger. Oui, c'est dit que la finalité, voilà. C'est ça. N'est pas une bonne chose. Voilà. Voilà. Oui. Le point dont il ne faut pas qu'on s'éloigne, c'est quand même que c'est justement cette question de la finalité. En fait, là, la Gemara posait la question, et le Marin aussi, par rapport à ce qui rend apte à la libération. Et que c'est précis. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que cette alliance du désir ardent, parce qu'on dit discret, mais en fait, quand on a traduit Mishtokeket, c'est ardent. C'est ardent. Il y a une ardeur. Et je pense qu'il faut, comment dire, c'est pas par allusion. Et moi, je pense que oui, il est ardent, mais il s'exprime pas. En fait, par des mots exprimés. Par des mots exprimés ou par une attitude insolente. Voilà. Mais c'est vrai que. Mais c'est ardent. Mais c'est ardent. Et c'est encore plus intéressant si c'est ardent. Parce que la Gemara ne nous dit pas d'un côté, il y a le désir comme il faut. Platonique. Platonique ou. L'idée qu'il y ait dans les deux situations, c'est-à-dire dans le cas de la femme Hatsoufa et dans les femmes cagnottes, en fait, il y a à l'origine le même feu. Et ce n'est pas qu'une affaire d'apparence. C'est une affaire de finalité.
c'est effectivement la relation, et les enfants qui naissent de cette union sont plus aptes que d'autres à être libérés, à la liberté. à la liberté. Et c'est ça l'idée fondamentale. Et peut-être même, complètement regarde, parce que je vais dans ton sens, Alexis, peut-être que quand la Gemara elle dit qu'il se retrouvait Ben Amishpataim, c'est-à-dire hors des limites, c'est-à-dire hors des limites, que ce désir déplace des montagnes, puisque là, on est dans une période de persécution, et ces femmes, finalement, donnaient vie de manière dingue. Donc, il y a un désir de vie qui est dingue. Ce désir, moi, j'explique au niveau concret, au niveau halakhique, Nous avons dans notre tradition qu'une femme qui est nida, femme qui a ses règles, un certain temps, elle est impure. Après, elle va au mikvé. Elle va au mikvé et le couple se retrouve. D'accord? Bien. Alors, disons que le mikvé, ça soit en été, parce que la femme se trempe à la sortie des étoiles, pour des raisons précises, juridiques, précises. Bien. Alors, disons en été, la sortie des étoiles dans nos contrées, c'est 23 heures. Ouais, 23 heures. Et disons qu'ils habitent dans un endroit, il n'y a pas un mikvé à côté. Donc il faut aller à Perpète pour aller au mikvé qui est à 23 heures, 23h15. Alors tu leur dis, bon, je sais pas, elle ira le lendemain, ou je sais pas quoi, à la limite dans certains cas, elle pourrait aller en journée, mais elle repousse le mikvé. Alors, c'est une halakha, on ne repousse pas un mikvé. On ne repousse pas un mikvé. Par exemple, combien de fois le mikvé, c'était le soir du Seder? Le soir du Seder, j'invite, je sais pas, mes parents, il y a Ah ouais. il y a, on a préparé, il y a 20 personnes à la maison. Bon, on ne pousse pas le mikvé, au mikvé. Bon, on attend, les gens ne savent pas pourquoi elle n'est pas là. On va venir, quoi. Ou alors on organise les Shiva Brachot. Il y a 50 personnes à la maison, 40 personnes à la maison. Et toc, c'est le soir du mikvé. On ne repousse pas le mikvé. Non, mais c'est pas ça. Comment? Oui, il arrive. Quoi qu'il arrive. Bon, ça veut dire, il y a tremblement de terre au sud, Turquie, on verra. D'accord? Comment? Kippour, il n'y a que 2 soirs qu'on ne va pas au mikvé. Kippour et le 9 av. Voilà. Kippour, 9 av, non. Mais le soir de 9 av, le soir de Kippour, oui. Le premier mikvé après notre mariage, pour raconter les histoires d'anciens combattants, c'était Motsei Yom Kippour, à la fin de Kippour. Idéal, hein? Avoir jeûné 25 heures, chanter mais ça, pourquoi? Parce que un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension, en vérité, il y a une dimension de, lorsque l'homme et la femme se retrouvent, il y a une dimension qui dépasse les limites. Voilà. Si toi tu dis, ouais, il est trop tard, il est machin, il y a une dimension qui dépasse les limites. C'est ça, Ben Amishpataim. C'est là, c'était, je vous donne un exemple. Il y a un rave qui a fondé la yeshiva Ktana à Saint-Louis. À Saint-Louis, à la frontière avec Bâle, dans la petite ville de Saint-Louis, ville frontière, il y a une très bonne yeshiva qui s'appelle voilà, Oratal, où j'ai eu, je ne sais pas, 4 ou 5 fils qui étaient là-bas. Et le Rav qui a créé cette yeshiva, Rav Reuven Meyer, quand mes grands-fils étaient là-bas, il m'a raconté son histoire à lui. Que son père, que j'ai connu, s'appelait le professeur Jean Meyer, qui était à Strasbourg,
professeur Jean Meyer, grand professeur de botanique à l'université de Strasbourg. Et à l'époque, il y avait chez les Juifs alsaciens, c'était fréquent, il y a 2 générations, que à la fois, ils étaient des gens très, très religieux, très froums, comme on dit, et aussi qui est professeur à l'université, ou grand médecin, ou je ne sais pas. Aujourd'hui, en France, c'est tellement fréquent. Il y a des gens religieux, mais des gens très froums comme ça, très. Tu as rencontré des gens comme ça Dans cette génération, non. dans notre génération, Non, c'est moins. voilà, c'est moins fréquent. Ouais, c'était une époque. Alors, j'ai bien connu ce professeur Jean Meyer. Alors, son fils Réhouven m'a raconté. Il est plus vieux que moi, hein, son fils, comme vous allez voir. Alors, il m'a raconté que il faisait partie de la communauté orthodoxe de la rue Cagneck à Strasbourg. Et le Rav, le Dayan de la communauté de Cagneck, c'était le Rav Brunswick, qui était un oncle de ce Jean Meyer. Les Allemands arrivent, et donc les persécutions, la question de savoir, Jean Meyer venait de se marier avec Madame Meyer, et est-ce que, dans un contexte comme ça, est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas avoir des enfants et se marier? Est-ce qu'ils doivent s'occuper d'avoir des enfants ou pas? Alors, le Rav Brunswick leur a dit, que, étant donné qu'ils viennent de se marier, ils n'ont encore pas un garçon et une fille, ils n'ont pas accompli la mission de Péria Vérivia, ils se doivent, même s'il y a des persécutions, d'avoir des enfants. OK. Bon. Bonsoir. Alors, OK. Les Allemands conquièrent le nord de la France et l'université de Strasbourg va dans la zone sud, si je ne m'abuse, à Clermont-Ferrand. Et 9 mois après la décision du Rav, Madame Meyer est enceinte. Voilà, et va accoucher. Alors, donc lui, il était professeur à l'université de Strasbourg, qui était réfugié dans la zone sud à Clermont-Ferrand. Et Madame Meyer va accoucher, et je ne sais pas pourquoi, elle avait de la famille à Lyon, donc elle va accoucher à Lyon. Okay. Monsieur Meyer, Monsieur Jean Meyer, se retrouve là, chez lui à Clermont-Ferrand, et c'était la vieille génération, il ne savait pas, comme on dit, se faire cuire un œuf. Alors, pour un juif alsacien, il a un quart d'heure de retard parce qu'il fallait qu'il se prépare sa tambouille. Sa femme était partie à Lyon pour accoucher. Et il va à la fac avec un quart d'heure de retard. La fac était entourée de miliciens qui faisaient une rafle. Quand il a vu, évidemment, les miliciens qui faisaient la rafle, il s'est planqué. C'est comme ça qu'il était sauvé. Donc, le bébé, c'est le Rav Reuven Meyer. Il faudrait cette yeshiva. C'est une histoire, comment dire, c'est l'enfant qui est né qui m'a raconté, quoi. Voilà. C'est l'œuf. C'est pas l'œuf de Christophe Colomb, c'est l'œuf de Rav Reuven Meyer, de monsieur, de professeur Jean Meyer. Voilà. Yosef, on voit qu'il n'a pas été Meshamesh Mitato quand il y avait les années de famine. Oui. C'est explicite, c'est le psaque du Rav Brunswick qui mériterait un certain rayoun, quoi. Oui, il y a un grand tioun. Maintenant, il y a une différence entre la famine, et les persécutions. Intéressant. Voilà. D'ailleurs, je me suis posé la question quand il y a le Covid, pas seulement je me suis posé la question quand il y a eu le Covid, mais j'ai posé la question à des Dayanim quand il y a donc une période d'épidémie comme ça et de malheur. Au début de Covid, c'était une période de malheur qui est tombée, là, il y a 3 ans, qui est tombée sur tout le monde.
Oui. Est-ce que c'était permis pour un couple d'avoir des relations? La décision était que c'était permis. Donc, chaque chose a ses spécificités. Il y a l'épidémie, persécution, famine, tout ça s'analyse en tant que tel. Ce étant, on continue plutôt, on commence le texte. Alors, oui. On parle des femmes qui sont. Mishtokeket. Voilà. Mais l'homme. L'homme, alors les Chachamim disent que ça fait partie de la nature profonde de l'homme de solliciter explicitement. Voilà. C'est pas symétrique. C'est développé d'Avkouf Hamoud Ben en Maseret Eruvin, ce point. Voilà. Alors, on y va. Bio Davarze, Kacher Aisha Tova Toto, quand la femme le sollicite, Az Aishta Mitbadek Dabeket Bebala, Sheshlo Malat Sura Lisha Midat Romari. La femme se colle à son mari, qui a la dimension de la structure, et la femme est la dimension de la matière. On a expliqué la semaine dernière, je reprends pas. Comment? C'est la structure ou la pensée? Non, c'est la tsura, c'est la structure. La structure. Non. Le mot tsura veut dire plutôt la forme. La forme. La forme. Voilà, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Donc se colle la matière dans la forme, ou me shalemet Aïcha Atzma Betsura, et ce parfait, la femme, trouve sa complétude dans la tsura. Le fikar, Aviana Banim, Nevonim, c'est pour ça là des enfants qui comprennent. Donc il y a plusieurs, dans la connaissance, il y a plusieurs mots. Il y a Chorma et Bina. Chorma, c'est la science. Bina, c'est la compréhension. C'est des choses différentes. Alors, voilà, les volumes qui comprennent Shenim Sharim Akor Aratsura, que finalement, c'est la tsura devient prépondérante et la matérialité s'éloigne. Lorsque les femmes palpitaient vers leur mari, elles mettaient au monde des enfants aptes à la délivrance. Nous avons développé dans de multiples chapitres que l'asservissement, c'est une prépondérance de la matière. Et la dimension de la tsura, c'est la liberté. C'est comme, vous voyez par exemple, comment Ben Chorin, si on voit que on dit que Ashata Acha, le Shana Abba, Hashem Yerushalem, Ashana Abde, le Shana Abba, Ben Chorin. Ah, c'est Ben Chorin, là. Ben, non. Abba Dimaï de Bemitra. Voilà. Ben Chorin, c'est un fils de liberté. Voilà. Là, il y avait en Israël, autrefois, un parti politique, ça s'appelait Cherut. C'est ce qui a donné après le Likoud, en fait. Mais à l'origine, oui, ça s'appelait Cherut. Le Cherut, ouais, c'était le parti de droite, voilà, c'était avant le Likoud, ça s'appelait Cherut. Voilà, liberté. Bien. La racine, c'est voilà. Alors, ce que le Talmud dit, parce qu'ils ont vécu donc ces miracles, ils reconnaissaient leur Dieu. Donc, c'est le contraire même, puisqu'on a dit que les enfants des 9 attitudes critiquées par nos maîtres, ils sont bannis par Dieu parce qu'ils sont quelque part, justement, ils sont dans la matérialité.
il n'y a pas cette union de la matière à la tsura, et il y a quelque part un hiatus dans leur conception entre la tsura et n'est pas unie. L'âme, quelque part, est en hiatus avec la matérialité. Et donc, ils sont loin de Dieu. Par contre, ceux-là, ils reconnaissent leur créateur. Alors, ça pose plein de questions parce que tu pourrais dire, on dirait qu'on est, comment dire, dépendant, même au niveau spirituel, de sa conception. C'est quand même, en yiddish, on dit c'est schwer, c'est dur. Vous avez dit qu'on s'appelle Rambam. Toutes nos mauvaises et bonnes midotes, elles sont issues de notre entourage. Oui. On ne descend pas forcément avec un lot, quoi. Oui, mais Rambam, il dit qu'on peut lutter avec ça. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est des genres d'handicaps spirituels. Il y a des handicaps physiques. Hein. Il y a des handicaps physiques. Même là, ça pourrait se... Il y a quelqu'un, je ne sais pas, des enfants cardiaques, hein, ça arrive. Et il y en a, ils ont des handicaps spirituels. Durs. Alors, par contre, eux, il dit, ils reconnaissaient leur Dieu. Maché Amar, alors, ce qu'on dit, qu'on dit, excusez-moi l'expression, il s'accouplait entre les limites. Akol ou Shayoum, donc il dépassait les limites, c'était hors limite, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la liberté. Regardez ici, en vérité, la relation entre un homme et une femme, c'est une zone de liberté. C'est exprimé comme une dimension de zone de liberté. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'avoir de relation un homme et sa femme dans une pièce où il y a des livres de Torah. Voilà. Alors, évidemment, le sens premier, c'est par égard au livre de Torah. Hein, par exemple, tu mets une mezouza, la mezouza, il faut mettre à l'extérieur de la pièce. Alors, disons que c'est une chambre à coucher. Ouais. Alors là, tu as un étui, il faut mettre un deuxième étui dessus. C'est un étui, il faut mettre un deuxième étui dessus. Ou alors le mettre à l'extérieur. On ne met pas, là où il y a des textes de Torah, il faut mettre deux étuis. Un étui à deux étuis. Alors, le sens simple, c'est parce que c'est par égard. Voilà, par égard. Alors, mais moi, j'explique, j'ai des sources à ce que je dis, je ne veux pas trop compliquer, je dirais, pour qu'on ne soit pas limité par les lois de la Torah, que c'est une zone de liberté. Or, il y a quelque part, si vous voulez, toute la vie de Torah, elle est normée. Toute la vie de Torah, elle est normée, hyper normée. Cette femme, elle n'est pas permise, cette femme, elle n'est pas permise, cette femme, elle n'est pas permise, cette femme, il y a plein de trucs de normes. Et si cette femme, elle t'est permise, alors là, il n'y a plus de normes. Tu n'as pas les textes de Torah qui vont dire, voilà, c'est comme ça qu'il doit avoir sa relation avec sa femme, machin, bidule. Là, c'est une zone qui est ben amishpataim, qui est hors de la limite. Bah, évidemment, mais à part ces normes, il n'y a pas de normes, ça peut bien dire. Ouais. Oui, mais si tu veux, ok, il y a un cadre. Évidemment, toutes les mitzvot, c'est des cadres. Mais quelque part, il y a ici, on est dans un lieu de liberté. Oui. Voilà. Bah, si tu veux, la liberté, je te prends un exemple, qui n'a rien à voir.
dans la musique classique. La musique classique, tu prends par exemple tu prends par exemple les sonates ou des trucs comme ça, machin, anciens, oui. Tu as tout et les partitions, et à un moment, tu as ce qu'on appelle les cadences. Ça veut dire, c'est comment ça s'appelle, des improvisations. Tu as des improvisations. C'est dans les grandes sonates, etc. Tu as ce qu'on appelle les cadences, par exemple les sonates pour violon, etc. Un moment, ça s'appelle. Bon, après, tu as des grands violonistes qui ont rédigé leur improvisation. Mais ouais, c'est comme le jazz au départ. Voilà, tu as. Et si tu fais que de l'improvisation, tu n'as plus de cadre, tu vois, tu n'as plus de. Un cadre, à un moment, voilà. C'est comme par exemple comment dire, dans le football, tu as plein de règles. Voilà, tu es hors-jeu, machin, bidule. Tu as plein de règles. Mais à l'intérieur de ces règles, tu dribbles. Voilà. Oui, c'est une idée qui me dérange un peu là-dedans. Et ça, c'est quand vous avez dit la phrase les mecs naissent avec un handicap intellectuel, comparaison, etc. Quand on entend toutes ces règles il y a 9 façons de faire des enfants qui sont bannis, et après, les enfants derrière, on comprend rapidement que c'est des enfants qui partent avec qui ont un fardeau à cause de cela. Les mecs font une justice terrible pour l'enfant, qui en fait, J'ai cherché le mail de Dieu pour lui envoyer mes réclamations. Il n'y a pas de réponse particulièrement totale. C'est pas moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que, pour dire, dans des Moabites qui sont censés être un peuple qui est un peuple rejeté, etc., il y a aussi une sorte de rédemption avec eux, etc. Peut-être qu'il y a une rédemption là-dessus, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas. C'est un problème. Je n'avais pas de réponse. Je te dis, j'ai cherché le mail, je n'ai pas trouvé. Alors, oui, mais je dirais, tu vois, je ne sais pas si c'était ensemble, parce que une fois, il y a quelqu'un qui me posait la question, il y avait Jonathan Cohen. Il n'est pas là ce soir, mais bon. Mais par exemple, même à Cohen, de la haute société juive, quelque part, d'être de la haute société, c'est aussi un handicap. Il devient amoureux d'une divorcée, le mec. On dit, Cohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Ah oui. Ah, non. Ouais. Un Cohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Alors, c'est aussi un handicap. Tu vois, on va dire, voilà, aujourd'hui, c'est très à la mode. Ouais, le mec, il est un peu con, il dit, ouais, si j'étais plus intelligent. Le mec intelligent, il dit, tu connais pas ta chance. Donc, tu vois, je sais pas, la vie, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Je sais pas pourquoi il y a des problèmes, moi, j'en sais rien. Tu me demandes à moi. Comment? Condamné avant même d'avoir une chance de dire. Je suis d'accord. C'est dur. C'est une question qui me dépasse. On continue. Alors il dit, Shayu makri et moram. Shamru zekili vanveu. Akon imsham misé. Tout vient de ça. Mipne shelo aya lahem petiyud vesichlut achomer. Shayu makri et moram. Regardez, c'est sublime. Parce qu'il n'avait pas petit en hébreu. C'est comme Kessil. C'est un simplet, non? Oui, tu vois, c'est comme Sakel, Kessil, c'est le même mot. Hein. C'est la bêtise. La bêtise, et c'est synonyme. Petit, il y a un ami à moi qui dit, c'est comme en français, petit. Mais le petit, c'est du lachon me faté. C'est quelqu'un qui se laisse avoir, naïf, qui a la bêtise,
la bêtise la bêtise et la bêtise de la matière, la matérialité, c'est la bêtise. Donc, ils reconnaissaient leur créature, leur créateur. Donc, vous voyez ici, c'est très intéressant parce qu'en français, quand on parle de Dieu, on parle de foi. Et là, on parle d'intelligence. C'est intéressant quand même, non? Même en français, on dit quelqu'un, bon, il est croyant, il est un peu con, il est croyant. Non, en français, évidemment, un croyant, il le voit de manière condescendante. J'ai parlé cet après-midi avec un Français, bien français. On avait discuté, je lui avais envoyé une de mes interventions sur vidéo. J'ai dit, vous avez vu ma vidéo? Il dit, oui, je l'ai vu, évidemment, je respecte vos convictions, etc. Alors, je dis, je n'ai pas de conviction, ça ne m'intéresse pas d'avoir des convictions. Ah bon? Moi, ce qui m'intéresse, la connaissance. La conviction, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Donc, de conviction. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je reprends, regardez ici, c'est très, très intéressant aussi, parce que ici, reconnaître son créateur, c'est cette dimension de la connaissance. Il dit, l'imbécile n'arrive pas, il est trop pris par la matière et il ne connaît pas son créateur, reconnaît pas son créateur. C'est hyper intéressant, ça. Intéressant. On avait dit que la Emouna, c'était circuit. Oui, on l'a vu, ça. Oui, c'est l'intellect. Machamar, ce qu'on dit, Viniskakim Ben Ashfataim, qu'on dit qu'il se retrouvait entre les limites, à Kol ou Shayum Rabim Balehem. Regardez, que elles aimaient leur mari, qu'elles les sollicitaient quand c'était possible, ça veut dire même dans des situations dingues. Voilà, c'est très profond, ça. C'est très profond. Il y a une dimension que la relation homme-femme, c'est une dimension de liberté, c'est une dimension qui sort. Quand on dit en français sortir des normes, ouais, ça veut dire moi je vais mettre des piercings partout, des tatouages partout et je vais être hors norme. Ouais. Non, c'est pas ça. Hors norme, c'est une dimension de liberté. Je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Oui, il y a un truc qui me fait dans le nom, c'est que c'est l'anti-science politique, cette histoire. Parce que, au fond, les Hébreux, perclus de travaux au champ, ils auraient pu dire à leurs femmes je dois aller au comité de lutte et de libération contre le passeur égyptien. Et je n'ai pas le temps de te voir. Et en fait, ce que je trouve moins extraordinaire dans ce passage, c'est à quel point on insiste sur le fait que les racines de la libération, c'est pas que les hommes se soient libérés de leur chaîne, comme on voit dans les grandes presses, et ils sont là tous les musclés en train d'aller se cogner avec les Égyptiens, d'organiser le parti. C'est anti-marxiste, cette affaire. Non, mais c'est vrai. C'est fondamentalement l'idée que la libération du peuple juif passe par, en fait, l'ardeur à se réunir entre les limites des champs, c'est un truc incroyable. Incroyable. La zone de liberté. La zone de liberté. Que la libération politique, enfin, parce qu'il y a quand même, c'est la libération d'un peuple. Elle passe en fait par l'intimité des hommes et des femmes, et quelque chose qui est à proprement parler extraordinaire et qui fait la singularité quand même de se dire qu'il n'y a pas d'autre histoire d'un peuple qui se libère
avec Ouais, c'est pas Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, c'est un des ténors de la décolonisation en Afrique. Non, mais il y a autre chose, c'est que, enfin, je voulais le dire depuis déjà 2 séances, avoir des relations de couple dans un lieu ouvert, c'est strictement interdit par la halakha. Donc là, les Nashim Tzadkaniyot, elles ont une perception qu'il y a des circonstances où on casse la baraque. Hein. Excusez-moi l'expression. Ça me fait penser à Esther avec Achashverosh, à notre grand débat sur la folie il y a 25 ans déjà, il y a Khasra. En fait, les femmes qui sont des modèles, quand on dit Nashim Tzadkaniyot, pour nous, c'est la femme vertueuse, c'est la longueur de jupe, hyper frachatrala, hyper froum. Hein. Et là, elles ont renversé complètement le couscoussier. Enfin, non, mais vraiment. Hein. Je dis un truc qui me travaille. Hein. Absolument. C'est strictement interdit, normalement, ça, d'aller comme ça, en plein air. Donc, les circonstances. C'est dans les bosquets. C'est dans les bosquets. Ouais, mais c'est pas normé, voilà. C'est pas normé. Pas normé. Et ça, en vérité, c'est pas normé. C'est la liberté. La liberté commence là. Voilà. La liberté commence là. Mais ça, excusez-moi de dire, ça c'est du Willem Reich. Enfin, Willem Reich, c'est le cri de Willem Reich et je vous ai dit, lui, il a dit, il était au départ, il était communiste, pour reprendre ce que toi tu dis, Alexis. Il a hurlé sur le communisme. Parce que c'est pas là que ça se joue. C'est pas là que ça se passe. C'est dans l'intimité, c'est dans le partage de l'intimité, c'est dans le Et donc, la pérennité du peuple juif, parfois, est assurée par des voies complètement hors normes. On voit avec Yehuda et Tamar et Ruth, et maintenant, cette histoire-là, c'est… Voilà, absolument. Rien. Je crois pas, que défendre la liberté, c'est avoir justement des limites. Et là, la liberté, c'est tout l'inverse. Il n'y a plus de limites. Non, mais c'est parfois dépasser ces limites. Mais il faut des limites pour les dépasser. Il faut des limites pour les dépasser. Si tu n'as pas de limite, tu n'as rien à dépasser. Si tu enlèves toute limite, tu n'as rien à dépasser. Ok, on continue. Bama Shama, ce qu'il dit, Ben Amishpataim, entre les Mishpatim, ou Davar Amok Meot, c'est quelque chose de très profond. Qui Ratsalomar, qui ayalaim itardu tagamur sheyesh azivuk. C'est-à-dire, Ben Amishpataim, c'est-à-dire, c'est l'union absolue du couple. C'est l'union absolue du couple. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que il y a lorsque, par exemple, quand on dit que le couple ne doit pas avoir de relation dans un endroit d'un livre de Torah, parce que il y a la Torah, c'est à ce moment-là, elle n'est pas entre le couple, c'est le couple. La Torah donne à la possibilité au couple qu'ils puissent se retrouver, mais il y a une dimension d'union. Donc, Ben Amishpataim, ça veut dire que ils sont dans une situation où il n'y a que eux. Une seconde. Il dit, le fils est Sham, mitrabrim ou mitardim agvulim, parce que les mishpataim, c'est l'endroit où s'unissent, se relient et s'unissent les limites. Par le fait qu'il y ait cette union complète du couple et que la femme se colle à son mari. Aben anolad, l'enfant qui est né, vanim shar et no chomari. Quelque part, la matière est annulée. Il n'est que tsura qui mettra ber à chomer batsura, car le chomer, quelque part,
ne fait plus écran, il devient tsura. Mais si par contre, on passe à la page d'après, si cette union est scindée, Az, Aïcha, Chomarit, c'est-à-dire s'il y a un écran dans cette union, que l'un il est aux fraises et l'autre il est au panier, alors la femme reste, la femme elle n'est pas réceptable, elle n'est que matière. Donc l'enfant est matière. Mais à rare Shenkan Itardout. Alors, parce qu'il n'y a pas cette union. Mais il n'y a pas cette union et ce collage de la matière dans la tsura. Si tu veux comprendre supplémentairement des choses de connaissance, Teda, sache. Lorsqu'il y a cette union du couple, encore, je relève ce point, c'est parce que comment dire, la grande énigme dans l'humanité, c'est le désir féminin. D'ailleurs, tout aujourd'hui, vous prenez n'importe quel journal, ils ne parlent que de ce truc-là. Ouais. Mais ils en parlent de manière biaisée. Ils parlent du plaisir féminin. Mais le désir féminin, c'est autre chose. Plaisir féminin, ils parlent. Mais le désir féminin, ça c'est une énigme. Et lorsque la femme, une seconde, qui cache, ils s'unissent par le désir de. En vérité, les Chachamim ils disent que les Chachamim ils disent que il y a un verset qui dit Nekeva tesovav gaver. Vous savez, chez les Ashkenazim, dans la Roupa, il y a quelques frères séfarades qui font aussi ça, que lorsqu'il y a une Roupa, la Kala, elle tourne 7 fois autour du Khatan. 7 fois. Pourquoi? La base, c'est une Gemara dans le traité Yevamot d'Afsaber Bet Amoudbet qui dit que celui qui n'est pas marié, il est sans choma, sans muraille, sans protection. Donc la femme exprime ses protections. Il y a le verset qui dit, dans Jérémie, je crois, Nekeva tesovav gaver. Excusez-moi l'expression, Nekeva, c'est la femelle entoure le mâle. Voilà, ça c'est la traduction. Alors, j'ai vu une explication, j'écris le Nekeva, le sauvage, la femme entoure l'homme. Mais j'ai vu l'explication dans le livre qui est là, qui s'appelle Oel Rachel, d'un Rav contemporain qui s'appelle Rav Menachem Schlanger. Il dit Nekeva te sovav gaver, te sovav melachon siba. La femme est la cause de l'homme. C'est-à-dire, dans la causalité, tu as quelque chose qui est induit par une cause. La femme est la cause de l'homme. Parce qu'en vérité, l'homme, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier? C'est l'homme ou la femme? Comment? C'est juste. Mais quelque part, ce verset dit que la femme est première. Pourquoi? Parce que l'homme, excusez-moi l'expression, il donne les mashpia. Mais s'il n'y a pas
la volonté de recevoir, il est comme un imbécile, il n'existe pas. Donc, la femme, si elle attend l'homme, elle devient la causalité de l'homme, elle donne à l'homme la possibilité d'exister. C'est comme, excusez-moi l'expression, qu'est-ce qui est plus important, le maître ou l'élève? Quelque part, c'est l'élève. Parce qu'un maître, s'il n'a pas d'élève, il saute par la fenêtre. Comment c'est le cas qu'on prend tout type de relation, quand on comprend une relation de l'autre. Je pourrais dire c'est quoi le rapport entre un tailleur et son client. Un tailleur, son client, c'est du gardien, ou un client, c'est tailleur, c'est pas le client tailleur. D'où l'expression le client héros. Non, mais c'est absolument. Oui, peut-être ils vont boucher. Oui, c'est-à-dire que le commerçant, c'est juste, tout celui qui est dans une situation de don, de mashpia, il ne peut être mashpia que s'il y a une volonté de recevoir. Non, il n'y a rien. Et inversement, une volonté de recevoir sans personne pour donner, c'est sa volonté. Oui, mais les deux se tiennent. Mais c'est défini pour nous. On ne comprend pas comme la relation. C'est comme on pourrait dire, qui est plus important, excusez-moi l'expression, Dieu ou le peuple d'Israël? C'est facile à répondre. Non, ben, ne me saoule pas avec une réponse bidon. Il n'y a pas de la particularité du peuple juif dans le nom de Dieu. Ah, parce qu'on dit qu'on est les seuls qui vont accepter le nom de Dieu. Non, alors laisse le peuple juif, mais l'humanité. Comment? Quelque part, il y a un verset qui dit, que dans le Cantique des Cantiques, on voit Dieu appelle Israël sa mère. Quand on voit Be'atara chez Itralo Imo, la couronne que lui a couronnée sa mère. Sa mère, c'est le peuple juif. On est là pour ça, mon ami. mais ça s'entend. Il y a une chose qui est étonnante, c'est que la terminologie employée par le Maharal dans la page précédente, Soura et Homer, va en fait en sens inverse. C'est l'homme qui est la Soura, c'est-à-dire le modèle, qui est le modèle qui vient façonner la matière. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'est l'idée inverse. Dans la terminologie aristotélicienne, la forme prime. La forme prime. La forme prime sur la matière. Et la forme, c'est le Baal. Le Baal. C'est le Baal qui est l'idée inverse. L'idée de Nekava Sovav Gaver. Gaver, c'est la femme qui donne son sens et qui donne sa. Si tu veux, c'est pas son sens. Elle prend d'un sens. Oui. Elle reçoit le sens. Mm-hmm. Mais ce sens, elle le reçoit, mais dans la mesure où elle attend de le recevoir. Oui. Donc, excusez-moi l'expression, je vais dire encore un peu de la philosophie des années 60. Quand notre brave Jean-Paul Sartre disait qu'est-ce qui est premier, l'essence ou l'existence? Au niveau de l'existence, la femme prime. Parce que c'est exactement comme tout à l'heure, c'est exactement le fait des enfants où leur existence, l'essence qui ne sont pas acceptées, qui sont bannies en privé, précède leur existence. Le fait que les enfants qui sont
Oui, mais là, si tu veux, le fait que pourquoi, disons, à un certain âge, un jeune homme, disons, sur une courbe de Gauss de, je ne sais pas moi, 100 personnes, ouais, disons, tu en as 80 à un certain âge, ils ne veulent plus être seuls. Ouais, ils veulent se marier, grosso modo. Ouais. Non, j'en sais rien. Je parle, un moment, ça vient. Un moment, ça vient. Il y en a, ça peut venir à 15 ans, ça peut venir à 20 ans, à 30 ans. Aujourd'hui, c'est 45 ans. Mais, mais bon, disons, grosso modo. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu sens un sentiment d'absurde. Et là, tu tournes en rond. Ces sentiments d'absurde, c'est parce que ta vie n'a pas d'existence. Un sentiment de rien de ta vie, quoi. Voilà, c'est d'existence. Tu peux être chef de projet chez Google, d'accord. Mais le soir, tu rentres, tu fais comme Palma, tu prends la cocaïne. Où tu vas, cher ami. Oui. Comment? Ce soir, je vais visiter cocaïne. Mais j'ai une question naïve, mais les gens en entreprise, à part les traders, il y en a qui prennent de la cocaïne? Prenons des entreprises qui font des sonars ou des radars au hasard, mais il y a des gens qui… Commence à faire circuler des rumeurs comme ça va être bien. Non, c'est une question naïve. Hein, Non, mais moi, je croyais que c'était que les traders. Non, il n'y a pas que les traders? Jamais. T'as jamais vu? Tu fais pas langue de bois là? Non. Jamais vu. Non, Non, mais ça va. Vraiment. Non, c'est pas un milieu. Ça existe plutôt dans la finance et de. Ouais, c'est finance. Ouais. Les artistes. Oui, les artistes, bon, ça c'est depuis toujours. Toujours. Comment? À Londres, c'est très commun. La coque? Financier, des avocats. Ah oui? Ouais. Ça veut dire tout milieu. Plus qu'à Paris, tu veux dire? Ah oui? Londres, par jour, elle continue de consommer à Londres. Et pourquoi Même, ça veut dire même dans tout le milieu, c'est-à-dire même les étudiants dans D'accord. Mais à Londres, Ah, c'est plus ou moins même dans… Freud, grand consommateur de cocaïne. Ah, d'accord. À Londres. À Londres. À Londres, oui. Oui, c'était pendant cette période londonienne. Freud a consommé beaucoup de cocaïne. Voilà. Ici, Londres. On comprend mieux De Gaulle maintenant. On comprend mieux. OK. Alors, on y va. כי כאשר יש כאן אחדות אל הזיווג, כמו שהיו מתדבקים ומתאחדים על ידי תשוקת, je relève, parce que l'union vient par la teshukat haïcha. Entre parenthèses, le Maharal, dans le Netzar Israël, rapporte une Gemara, qu'il y a à la sortie d'Égypte, il y avait 3 Parnassim Tovim au peuple juif. 3 Parnassim, c'est-à-dire 3 phares du peuple juif. Moshe, Aaron et Myriam. Oui. C'est la Gemara. La référence, je peux te la retrouver. Shalosh Parnassim Tovim. Je ne me souviens plus la référence. Je l'ai vu ça dans le Netzar Israël. Alors, il explique que Moshe, c'est par le mérite de Moshe que venait la manne. C'est par le mérite de Aaron qu'il y avait les nuées, les nuées de gloire qui protégeaient les enfants d'Israël. Et c'est par le mérite de Myriam qu'il y avait le puits
qui accompagnait les enfants d'Israël. Alors, explique le Maharal, le puits, c'est quoi? C'est l'eau qui monte du fond de la terre. Aujourd'hui, on appelle de la nappe phréatique. Hein? Mais c'est l'eau qui monte du fond du souterrain. Il explique que c'est par le mérite de Myriam que le peuple juif attendait ardemment Dieu. Et c'est ça, c'est comme le désir féminin. Le désir féminin, on voit par exemple que les patriarches, et Moïse aussi, ont trouvé leur épouse au bord d'un puits. Pourquoi le bord d'un puits? Parce que le puits exprime le désir féminin. Le désir féminin est un désir qui est pas seulement l'attente féminine, mais même le désir même physique vient des sources intérieures. L'homme, c'est une extériorité quelque part. Mais la femme, c'est une source intérieure qui lentement monte. Et ça, c'est la dimension, c'est par le mérite de Myriam que on recevait l'eau, mais c'est qui approche le peuple juif de Dieu. Donc s'il n'y a pas ça, c'est cette féminité. Donc je reprends ce que tu dis, Alexis, on pourrait synthétiser ce que nous voyons ici, que quelque part, la libération nationale vient d'une féminité. Quand nous, on pourrait penser au contraire que, comme je fais que paraphraser ce que tu dis, que c'est une dimension politique. La dimension politique est la dimension très particulièrement masculine. Voilà, c'est une dimension très de la vie intime qui se lève, qui palpite, qui bouge. Nous avons expliqué moult fois dans ce livre qu'Achilouk ou Davar Gashmi, Vardout ou Nyan. Regardez ça, et maintenant il va dire encore quelque chose de nouveau. La séparation, c'est la matérialité, et l'union est quelque chose de divin, qui sort de la nature. C'est-à-dire, les Chachamim disent, il y a un verset qui dit, dans les Proverbes de Salomon, Me vakesh ta'ava nifrad. Celui qui cherche son plaisir, il se trouve seul. Nifrad, il est séparé. Donc me vakesh ta'ava. Ta'ava recherche son désir. Son ta'ava, sa pulsion, recherche sa pulsion. Se recherche qui recherche sa pulsion, nifrad. Il se trouve seul. Donc le fait de la séparation, ça c'est la matérialité. Parce que si on laisse les choses faire, c'est toutes les chansons, c'est la séparation. Les chansons françaises. Bon, est-ce que le son est bon encore? Oui, c'est bon là. C'est bon, ok. Alors, c'est interrompu un instant. Ici, il rajoute, c'est-à-dire que tous les chansons, c'est par exemple l'été indien de Jodassin. Vous connaissez? Ouais, tu connais? Oui, il connaît, ouais, on a gagné. Ta, 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 la, 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 la. C'est pas vieux? C'est hyper vieux. T'as 40 ans. Ouais, c'est pas vieux. Été 75, c'est quand je suis né.
été 1975. C'est ma naissance. 47 ans et demi. Par la grâce de Dieu. Il était avec les. Voilà. Non, mais toutes les chansons, c'est ça. C'est le. Voilà. Donc, la matière, c'est la séparation. Tu laisses les choses faire, on se sépare. Vardout, l'union, est un sujet divin. Kardout ou Shayar Enyan Nivdal Megeshem. Car l'union est quelque chose séparé de la matérialité. Vachiluk va pirut tamid le gashmi. La séparation, le différent et la séparation, c'est toujours matériel. Le fikar, kacher, itardou, beardou, gamour, ribura, minyan, eloki, gashmi. Donc ici, il rajoute, c'est une nouvelle notion maintenant. C'est un nouveau sujet. C'est pour ça, quand il y a une union, c'est quelque chose. Kacher, itardou, beardou, gamour, ribura, minyan, eloki, gashmi. C'est bizarre ça. Le mot j'ai l'impression qu'il y a peut-être une erreur ici, une erreur de typographie. Parce que une coquille, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Kacher itardou be'ardout gamour, chibura minyan eloki gashmi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Elohi, ça veut dire divin. C'est un Inyan Eloki Gashmi. Gashmi, ça veut dire matériel. Bilti Gashmi, qui n'est pas Gashmi. Il manque Bilti Gashmi, n'est-ce pas? Alors, excuse-moi parce que j'avais coupé. Dans mon édition, en fait, il y a une petite étoile parce que moi, je suis sur Sefaria. Oui. Et il dit Chiburam Inyan Eloki, virgule, Lo Gashmi. Lo Gashmi, ouais, on a gagné. On a trouvé la coquille. Voilà. Il y a une coquillette Panzani. Ouais. Inyan Eloki, virgule, eux ils disent comme ça dans Sefaria, virgule, Lo Gashmi. Voilà, ça s'impose, ça ne veut rien dire sinon. Hein. Comment? Allez, c'est parti. Ça s'impose parce que ça ne voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Nochalmol. Le fikar, kacher itardou be'ardout gamour, quand ils s'unissaient, donc l'union, il y a quelque chose qui n'est pas matériel. C'est Hatsum, ça. C'est Hatsum. Bezé Shamar, Kayud iskakod ben shefataim. C'est ça ce que nos maîtres disent, qu'elle s'accouplait entre les limites chez Zéou, ben gvoulé asadé, ben agvoulim, nifdal, min gouf asadé, miuchal le atzmo. C'est-à-dire le champ et la limite, ça, c'est la limite, comme c'est le champ, c'est le corps, il y a quelque chose qui dépasse cette limite matérielle. Donc regardez, c'est incroyable parce qu'ici, on a quand même une vision d'un, je sais pas, d'une sainteté qui est particulière. C'est très particulier. Ou balomar lecha, ça vient te dire, quand ils s'unissaient, ils avaient une union divine, séparée de la corporalité. C'est pas, bien évidemment, ça se passe par la corporalité, mais il se joue ici des enjeux qui dépassent la corporalité. Car l'union est une dimension divine. C'est pour ça qu'ils s'unissaient entre les mishpataim, c'est entre deux limites spécifiques. Ça ressemble exactement. Oui, parce qu'on pourrait dire, tu vois,
l'homme, c'est une réalité. La femme, c'est une réalité. Quelque part, il y a une limite. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, toute cette histoire-là comment dire, des genres, genrés, pas genrés, etc. Alors, parce que il est bien simple que l'homme est une définition, la femme, c'est une autre définition. La rencontre entre l'un et l'autre, et y a-t-il rencontre? Y a-t-il rencontre? Oui. Alors, y a-t-il rencontre? Alors, les psychanalystes freudiens disent que la rencontre est impossible. Je ne sais pas. Plus ou moins. Entre un homme et une femme. La rencontre de quoi? La rencontre. Qu'est-ce qu'on entend par le terme rencontre? La relation. Une relation. D'ailleurs, ça, c'est une grande thématique qui vient des Grecs. Excusez-moi, hein, ça vient des Grecs. Par exemple, moi, je ne suis pas un grand lecteur de Platon, que les choses soient claires. Je n'ai jamais réussi à les comprendre. Il paraît que ce n'est pas très compliqué, mais je ne sais pas. Je ne suis pas un lecteur de Platon. Et après ce que j'ai compris, dans Platon, dans le banquet, que, en vérité, le vrai amour, c'est entre hommes. C'est très grec. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre, ils se comprennent. Ils se comprennent. Un homme et une femme, ouais, comme dit Coluche, ouais, les femmes, c'est comme le poulet, ouais, pas besoin de le comprendre pour l'aimer. Alors, laissons la grossièreté de notre maître à tous, mais il y a quelque chose, c'est la difficulté à se comprendre. Difficulté à se comprendre, parce que donc il y a l'homme est dans une limite, la femme est dans une limite. Mais s'il y a une possibilité d'une rencontre, je pense que les Grecs qui sont au niveau de l'analyse, you are partir. Voilà. Salut. Que les Grecs qui sont les mentions de l'analyse, on pourrait dire, scientifique des choses, quelque part, ils ont raison. Parce que eux, ils ne sont pas dans la dimension d'une transcendance. Même, ils disent, c'est pas possible. Pour eux, c'est pas possible. Donc, comment dire, la femme n'a pas vraiment sa place dans la pensée grecque. Je ne suis pas spécialiste, c'est d'après ce que j'ai compris. C'est Socrate, en tout cas, une misogynie structurelle. Voilà. Structurelle, qui renvoie à la femme à sa fonction. Voilà, absolument. Et c'est vrai que il y a des exemples de femmes qui ont un rôle éminent dans les Grecs. La femme de Périclès, Aspasie, joue un rôle important. Donc, c'est pas universel dans la culture grecque. Et puis, les principales divinités grecques, les idoles grecques, Athéna est la grande figure tutélaire d'Athènes, la sagesse, etc. On le trouve. Mais chez Socrate, il y a dans la pensée socratique une misogynie intrinsèque et consubstantielle. Oui. Et qui est aussi développée par ceux qui l'ont succédé. Or, ici ces dimensions d'union, il dit il y a des limites, c'est entre les limites. C'est-à-dire que, moi je l'entends, il dit regardez ici, c'est sublime le Maharal, parce qu'il a développé une notion, après il développe une nouvelle notion. Il dit que l'union, l'Ardout, est une dimension Eloki. Il dit qu'Ardout, il dit qui ben ashpit, qui ben amishpataim ou ben shte agvulim miuchal leatzmo. Entre les mishpataim, pourquoi? Moi je l'entends, et c'est ça le zivoug véritablement, c'est ben amishpataim. Pourquoi?
Parce que tu as une limite, c'est entre les limites. Mais moi, ce que j'entends, c'est que l'homme, c'est une limite, il est ce qu'il est, la femme aussi. Mais pour qu'il puisse y avoir, il faut dépasser ça. Pour dépasser ces limites, entre ces limites, pour dépasser ça, c'est une dimension qui n'est pas une dimension purement naturelle, parce qu'au niveau naturel, on reste dans ses limites. C'est un inyan eloki, il y a une transcendance. C'est pour ça il y avait une union séparée de la matérialité. Ça ressemble complètement au Mishpataim si tu réfléchis. Donc vous voyez ici, c'est très profond. L'image qu'on apprend du verset de Tehillim, oui, Ben Amishpataim, entre les limites, donc ça exprime bien que ce dépassement des limites, qui Ben Amishpataim univdal les asmo bejte asadot, entre les deux champs, Avetze comprend bien cela. Il va développer encore. On peut s'arrêter là-dessus pour le moment. Rabotai. OK. Sublime. Hein. Comment? C'était spécial. Hein. C'est magnifique. C'était sublime. Hein. Ah ouais, là. Mais merci, Alexis. Tu nous as fait avancer. Nous fait avancer. De Jacques Lacan à Alexis Morel, là, on a bien. Lainara, on a.